Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Le temps de Franco, de Michel Del Castillo. Lu par Renaud Bertin. La Galice, 1892-1912. Francisco Franco est né le 4 décembre 1892 au sein d'un ghetto, écrit Bartolomé Benassar. Image aussi forte qu'exacte, le biographe apportant cette précision indispensable, un ghetto militaire. Fondé en 1733 sous le règne de Philippe V, El Ferrol se niche au fond d'une ria large et profonde. La mer pénètre de 14 km à l'intérieur des terres en creusant un port bien abrité, entouré de collines boisées. Sise à l'extrême nord-ouest de la péninsule, dans une Galice verdoyante, mouillée tout au long de l'année par une bruine lente et persistante, la ville, abritée derrière ses remparts, ne vit, du moins ne vivait-elle alors, que par ses arsenaux, ses chantiers navals, ses quais, ses navires de guerre, son école navale, ses casernes. Les officiers formaient une caste séparée du reste de la population. Les leurs s'y mariaient entre eux, endogamie qui renforçait leur isolement. Ville d'une géométrie toute française, avec ses rues rectilignes, ses places rectangulaires entourées de portiques, avec ses façades garnies de vérandas vitrées, El Ferrol produit, note Carlos Fernandez, une impression d'humidité, le granit des maisons ayant fini, au cours des siècles, par s'imbiber de cette pluie lancinante. Tout y est sombre, ajoute le même auteur, les façades, les gens, leurs habits. On a beaucoup glosé sur ce patronyme, Franco, répandu parmi les maranes. On en a déduit sans l'ombre d'une preuve que le caudillo avait des ascendances juives. Or, depuis le XVIIIe siècle, quand les Franco abandonnent l'Andalousie pour s'installer en Galice, ils ont dû, une génération après l'autre, subir les enquêtes raciales exigées pour occuper une fonction officielle, sans qu'on ait jamais relevé chez eux la moindre trace de sang juif ou morisque, ce qui devrait couper court aux élucubrations. À supposer même que toutes ces enquêtes aient été conduites avec paresse, on ne constate chez Francisco ou ses frères pas la moindre préoccupation sur leurs origines, tous se considérant comme bons catholiques, suffisamment en tout cas pour se montrer éloignés d'une pratique assidue. Les parents du futur caudillo appartiennent tous deux à la caste militaire. Don Nicolas Franco Salgado, commissaire de la flotte, sorte d'administrateur et de superviseur comptable, ayant épousé Doña Pilar Bahamonde y Pardo, elle-même fille d'un intendant. Relevant de l'administration de la flotte, les Franco se situent dans la hiérarchie sociale en dessous du corps des officiers de pont, l'aristocratie de la marine royale. Ils font partie de la bourgeoisie moyenne. Le couple aura 5 enfants, 2 filles, l'une morte en bas âge, et 3 garçons. Dans la maison étroite et haute, 3 étages au-dessus d'une unique porte d'entrée, avec, dans le style galicien, une véranda au second, la famille mène une existence paisible et réglée, du moins tant que l'entente durera entre le père, Don Nicolas, caractère fantasque et anticonformiste, et Doña Pilar, pieuse et douce. 6 à 2 pas de la place principale de cette petite ville, qui comptait alors dans les 20 000 habitants, c'est un édifice robuste qui témoigne de la réussite des Franco depuis plusieurs générations. Derrière l'apparence digne, on trouve pourtant une réalité moins riante. Le ménage bat de l'aile et les enfants assistent à des scènes pénibles. Esprit libre, franc-maçon, le père incarne un personnage classique du répertoire espagnol. Noceur, coureur de jupons, buveur, d'humeur caustique, Don Nicolas passe ses soirées au casino ou dans des cafés, dissertant et pérorant avant de rentrer éméché. Dans ses mémoires, sa fille, Pilar, se donne beaucoup de mal pour laver son père de l'accusation d'ivrognerie. Peine perdue, trop de témoins confirment le penchant de Don Nicolas pour la bouteille, intempérance qui s'accentuera avec les années. Si l'alcool le rend irascible, l'impassibilité de Doña Pilar l'exaspère.
D'une beauté tranquille, elle n'a rien d'une femmelette dolente, supporte avec dignité les infidélités de son mari, fait face avec cran aux difficultés financières, puisque Don Nicolas dépense dans les cafés l'argent du ménage, la contraignant à des économies sévères. Ce n'est pas la misère, même pas la pauvreté, rien que la gêne. Les enfants mènent une existence frugale. Pilar, la sœur, se rappelle que sortant de l'école, ses frères et elle couraient vers la maison, talonnés par la faim. Encore ce mot « faim » traduit-il mal le terme espagnol « gana », qui est une irritante et constante sensation de privation. « Tienes gana ?» La question a accompagné mon adolescence. On mange suffisamment, on est vêtu avec décence, mais on ignore le superflu, on évite le moindre gaspillage. Au goûter, une tranche de pain et un carré de chocolat, une orange le dimanche ou les jours de fête. Rarement une friandise. Peu de jouets, mais d'autant plus précieux. Un sabre pour les garçons, une poupée pour les filles. On ne trouve pas davantage de livres, sauf des manuels scolaires, quelques ouvrages pieux, car la mère est une catholique convaincue qui prend très au sérieux ses devoirs de chrétienne, enseignant la lecture et l'écriture aux enfants des ouvriers de l'arsenal et du port. Elle accueille et élève son neveu, resté orphelin. Pour elle, la foi n'est pas une simple pratique rituelle. Même si dévote, elle assiste à la messe, suit les processions, fait des pèlerinages. Imposante, avec cet air de dignité de la bourgeoisie espagnole, on peut imaginer qu'elle n'exerçait pas sur Nicolas une attirance irrésistible. On peut aussi deviner qu'elle considérait avec une réprobation glaciale les frasques de son mari, adoptant une attitude de silence et de mépris quand il rentrait éméché à la maison. Ne réussissant pas à lui faire perdre son calme, Don Nicolas tournera sa hargne contre Francisco, surnommé Paquito, diminutif affectueux. Enfant malingre, l'air mélancolique, c'est le protégé de sa mère. Ainsi qu'il arrive souvent, le couple réglera ses comptes sur le dos du garçon, devenu le souffre-douleur du père. Don Nicolas ne laisse pas passer une occasion de se gausser de sa lenteur d'esprit et de ses airs ahuris, renforçant sa timidité naturelle. Nicolas, l'aîné, serait, selon le père, le plus intelligent, Ramon, le plus original, Paquito, lui, le plus stupide. Jamais son père ne reviendra sur son opinion, même lorsque Francisco sera devenu le caudillo. « Francisco, chef d'État, laissez-moi rire », s'esclaffait-il dans les cafés de Madrid. Il était bien le seul à l'époque à pouvoir se moquer du généralissime en public. Francisco avait juste 10 ans lorsque son père fut muté à Madrid, laissant sa femme et ses enfants au Ferrol sans qu'on sache s'il avait l'intention de les faire venir plus tard. 1 an après son installation à Madrid, il vivait ouvertement avec une autre femme, Agustina, une jolie institutrice d'origine modeste qui restera auprès de lui jusqu'à sa mort. On ignore comment Doña Pilar, trop digne pour évoquer sa situation, vécut cette rupture qui, pour ses enfants, notamment Francisco, l'a laissé dans une position humiliante. Très à cheval sur le respect des convenances, la mère fit face avec courage, exigeant de ses enfants qu'ils rendent visite à leur père lors de leur passage par la capitale. De cette mésentente et de cette séparation, l'inévitable psychiatre a tiré un diagnostic dont le foisonnement laisse sans voix. À l'en croire, Francisco Franco aurait été tout à la fois hystérique, schizophrène, paranoïaque. À sa suite, de nombreux biographes se sont engouffrés dans la brèche, développant les conséquences sur le caractère du futur caudillo de ce traumatisme psychologique. Les hagiographes du futur caudillo passent, eux, sous silence la rupture, n'admettant pas que leur héros ait grandi au sein d'une famille désunie. Pourtant, sont-ce bien les frasques de Don Nicolas et la séparation de ses parents qui ont le plus marqué cet enfant frêle et introverti, ou bien l'indifférence et le mépris que son père lui manifestait. Se sentant rejeté, Francisco trouvait refuge auprès de sa mère qui lui prodiguait l'affection dont il était sevré. Encore faut-il nuancer. Paquito n'avait rien d'un fils à maman, et Pilar n'appartenait pas davantage à l'espèce des mères possessives. Parce qu'il était faible, elle l'entourait d'une attention vigilante, sans trace de sentimentalisme. Toute sa vie, Franco lui témoigna un respect mêlé d'admiration. C'était à ses yeux une sainte, mais une sainte à l'espagnol, forte et droite. Sans doute est-ce d'elle qu'il tiendra son conformisme bourgeois, sa frugalité spartiate, son sens du devoir, sa manie de l'ordre et du rangement, sa méticulosité, sa réserve.
Faut-il diagnostiquer la paranoïa dans ce culte des préceptes de la bourgeoisie provinciale? Si oui, l'Espagne était peuplée de paranoïaques. Nul doute qu'il ait souffert enfant du rejet de son père. Il y a de fortes chances qu'il ait répondu à ce dédain par une sourde détestation et qu'il ait d'autant plus admiré sa mère qu'il blâmait son père pour sa débauche et son ivrognerie. La séparation du couple ne semble pas avoir causé un traumatisme sérieux chez les autres enfants. Ramón sera un pionnier de l'aviation, un casse-cou sympathique, un rebelle proche des anarchistes les plus radicaux. Franc-maçon et antimonarchiste, il fréquentera des voyous, complotera à Séville, tentera de bombarder le palais royal et ne rejoindra que sur le tard les rangs nationalistes. Voué aux missions secrètes et aux négociations de l'ombre, Nicolas sera surtout préoccupé de s'enrichir, amassant une belle fortune. De son père, il aura hérité son goût des femmes frivoles, actrices, chanteuses, espionnes même, le contraire, en somme, de l'image maternelle. Là où une forme de délire se manifeste chez le futur caudillo, c'est dans la rationalisation de l'inconduite paternelle. Pour Francisco, l'appartenance à la franc-maçonnerie explique les infidélités conjugales, l'ironie subversive, l'ivrognerie. A-t-il entendu cette fable dans la bouche de Doña Pilar ou de son entourage? A-t-il de lui-même échafaudé cette théorie de la corruption par la franc-maçonnerie de toutes les valeurs? Il en fera la cause unique de tous les maux qui accablent la patrie depuis des siècles. Ce que la race était pour Hitler, la franc-maçonnerie le fut pour le caudillo jusqu'à la monomanie. Tard dans sa vie, il continuait d'établir des fiches, de réclamer des enquêtes, de compulser des listes, débusquant partout des francs-maçons. Tout en accablant son père, cette théorie présentait l'avantage de l'exonérer en partie. Proie de la conjuration maçonnique, sa responsabilité personnelle s'en trouvait atténuée. Francisco pouvait le plaindre, sentiment qui le délivrait de sa culpabilité. Il y a donc bien une forme de démence chez le futur caudillo, mais c'est la forme de délire la plus répandue, celle qui impute à un agent unique tous nos malheurs, celle qui voit dans d'obscures conspirations la cause de nos échecs. Autant que la mésentente et la séparation de ses parents, la géographie et les influences du climat ont inspiré bon nombre de biographes. Sa réserve, son laconisme, ses ruminations, sa lenteur et sa prudence s'expliqueraient par ses origines galiciennes. Et chacun de citer l'anecdote que j'ai si souvent entendu répéter à Madrid, « Si vous croisez quelqu'un dans un escalier et que vous n'arrivez pas à décider s'il monte ou descend, soyez sûr que c'est un Galicien. » Tous les Normands sont prudents, tous les Auvergnats avares, tous les Provençaux joyeux. On connaît le refrain. Nicolas et Ramón, ses frères, sont nés, ont grandi dans le même climat, sous le même ciel gris, parmi les mêmes collines vertes et boisées, devant la même côte déchiquetée. Ils ont subi les mêmes interminables pluies. Pourtant, ils ne furent ni laconiques ni réservés. On ajoute que Francisco garda toute sa vie un attachement profond pour son pays natal, mais des centaines de milliers d'Espagnols conservent l'amour de leur patria chica, sans qu'on puisse en déduire que leurs origines ont déterminé leur caractère. Non que la Galice n'ait exercé aucune influence sur Francisco Franco. Elle fut moindre, en tout cas, que celle de l'Afrique, dont il a dit lui-même « Sans elle, je n'aurais jamais su qui j'étais. C'est l'Afrique qui m'a révélé à moi-même. » Sa réserve, on peut l'attribuer à un sentiment de solitude devant le mépris de son père, à la faiblesse de sa constitution, à sa santé chancelante. Sa lenteur d'esprit, sa prudence, depuis sa petite enfance, Francisco était un introverti, découragé de s'épancher par la causticité de Don Nicolas. Sa méticulosité, sa passion de l'ordre, son sens de l'observation, il les tenait peut-être de sa mère. Nous ne pouvons rien affirmer de sûr, sauf que ce fut un enfant mal aimé, solitaire, guère expansif, et d'une susceptibilité maladive, souffrant de son apparence malingre, de sa voix fluette, de ses airs de douceur. Les témoins de son enfance le confirment tous. Il y avait quelque chose de féminin dans sa personne. Or, s'il est une chose dont nous pouvons être certains, c'est que Paquito ne voulait rien tant que démontrer sa virilité. Puisque la nature lui a refusé une apparence d'homme, il se rêvera surhomme. Ses adversaires n'hésitent pas à faire de lui une sorte de dégénéré, tout comme les adversaires du Führer allemand prétendront qu'à ce dernier il manquait un testicule. De telles explications, aussi absurdes qu'invérifiables, n'ajoutent rien à la compréhension du personnage.
Ses petits camarades de l'école primaire du Férol se moquaient de Paquito, de son apparence débile, c'est sans doute vrai. Mais les enfants ne se montrent guère enclins à pardonner une faiblesse. Ce qu'ils raillaient, ce n'était pas sa taille. Franquito mesurera 1,67 m à 18 ans, gabarit tout à fait normal pour un Espagnol de l'époque. Ils moquaient son aspect maigrichon et surtout sa voix de fausset, qui toute sa vie lui causa une réelle souffrance. Était-il, comme son père le prétendait, stupide ? Toujours dans la moyenne, il n'a jamais brillé dans ses études. Pourtant, doté d'une excellente mémoire, il retenait tout. Dans ce domaine comme en d'autres, on retrouve son tempo de rumination lente. Ses amis d'enfance signalent son absence de chaleur et de spontanéité. Paquito donne l'impression d'être sur le qui-vive, de se méfier de tous. Bien entendu, les adeptes de la détermination géographique attribuent cette défiance au caractère galicien, mais ne s'expliquerait-elle pas plutôt par l'appréhension sourde de l'enfant qui vit sur ses gardes, de peur de se faire rembarrer ? Après tout, Ramon était aussi galicien que Paquito, et on peut l'accuser de tout, sauf de s'être montré prudent. S'ils insistent sur ce qui relève des lieux communs de notre époque, l'influence du climat et de la géographie, les traumatismes psychologiques de la petite enfance, les auteurs négligent une blessure à mon sens autrement plus profonde. Les moqueries et le mépris du père qui ont pu imprimer dans son esprit une sorte de stupeur et de confusion. Comme Gustave Flaubert, Francisco fut l'idiot de la famille. Il en garda une sorte d'inquiétude sur lui-même. Ahuri, il aura faim de certitudes simples, irréfutables. Il aura besoin d'un cadre strict. Il cherchera à se rassurer en connaissant exactement ses devoirs et ses droits. Sans le savoir, Don Nicolas a peut-être fait de Francisco un militaire chimiquement pur. La formule d'une extraordinaire pénétration est d'un vieux prêtre qui avait connu Franco depuis l'enfance. Répondant à la question « Qui est vraiment Franco ?», il avait répondu après une courte hésitation « Franco, c'est un militaire chimiquement pur. » Je rappellerai souvent ces mots. La plus grave des désillusions, après le rejet par son père, fut pour Francisco la décision gouvernementale de fermer l'école navale l'année même où il se préparait à y entrer. Ses propos désabusés contre cette décision qu'il qualifie d'absurde et d'incompréhensible montrent assez qu'il en fut mortifié. Son aîné, Nicolas, favori du père, portera l'uniforme des aspirants de la marine royale, pas lui. Comment cette exclusion n'aurait-elle pas ravivé sa blessure ? Il se tournera vers l'infanterie en se présentant au concours de l'Académie militaire de Tolède, située dans cet alcazar qui le rendra célèbre et lui permettra d'accéder au pouvoir suprême. Preuve de l'ascendant moral que Doña Pilar gardait sur son mari, même après leur séparation, les parents se retrouveront à Tolède pour soutenir leur fils. C'était un geste convenable, et la mère n'aurait pas accepté de perdre la face. Lorsqu'on évoque le temps de Francisco Franco, on ne doit pas oublier le tempo de son époque, d'une lenteur pour nous ahurissante, encore ralentie par la situation géographique d'El Férol, tout au bout d'une impasse, l'extrême fin des terres avant le grand saut dans l'océan. Aucun train direct pour la capitale, des routes impraticables, un isolement presque total. Pour se rendre à la Corogne, capitale de la province et tête de ligne de la voie ferrée, Paquito dut s'embarquer à bord d'un méchant rafio qui mettait plusieurs heures pour effectuer la traversée. Entre la Corogne et Madrid, le trajet durait 15 heures, ce qui faisait du voyage une véritable aventure. Ce rythme languissant, je l'ai encore connu dans les années 50, avec des trains qu'il m'est arrivé de comparer à ceux des romans de Tolstoï, poussifs, asthmatiques, obligés de s'arrêter avant d'attaquer une pente trop raide. À chaque gare, il faisait une interminable halte, et les voyageurs descendaient pour se dégourdir les jambes en arpentant les quais. Le plus curieux, en ces temps d'une monotonie assoupissante, c'est que personne ne s'impatientait, chacun semblant accorder son propre rythme à celui, lancinant, des machines. Il y avait une patience franquiste, que certains prenaient pour de la résignation. Ce n'était qu'une quiétude intérieure, un songe éveillé. On vivait, on bougeait dans un univers immobile. Puisqu'on finit toujours par arriver à destination, qu'importe le nombre d'heures, de jours même, avant chaque voyage, on s'installait dans une durée faite de disponibilité et de vague attente. On laissait divaguer l'imagination, paresseusement. Aujourd'hui,
Lorsqu'il m'arrive de m'abandonner à l'hystérie ambiante, lorsque je trouve long tout déplacement de plus de 3 heures, je souris de moi-même. Ayant intériorisé les temps de l'avion et du TGV, je consulte ma montre dès l'heure du départ. Les moyens techniques conditionnent la conscience du temps. Le futur Caudillo éprouva-t-il du chagrin en quittant sa verte Galice pour l'aridité du haut plateau castillan? Dans ses écrits postérieurs, on ne trouve nulle trace de nostalgie. Certes, il reste attaché aux paysages de son enfance, mais il les dépeint avec une totale insensibilité, alignant les adjectifs les plus éculés. Malgré ses efforts pour faire joli, la mollesse de sa prose stupéfie. Pas une notation personnelle, pas la moindre remarque originale. C'est entendu, Franco n'était pas un écrivain, mais ce qui, dans cette avalanche de lieux communs, surprend et même inquiète, c'est l'absence d'animation intérieure. On note une égale atonie lorsqu'il découvre Tolède, l'antique capitale visigothique, la fière cité impériale, juchée sur son promontoire escarpé. Des clichés sur la grandeur, l'empire, tels que les militaires devaient les ressasser dans leurs tertulias, le regret que les autorités négligent ces monuments sans se préoccuper de les faire visiter à la jeunesse pour lui inculquer l'amour de la patrie. Une prose édifiante qui, davantage que les élucubrations des psychologues, renseigne sur une personnalité d'un conformisme stupéfiant. Une part de son mystère se cache dans cette absence de tonus. Alors qu'il démontre dans l'action une énergie extraordinaire, on a l'impression que, dans le domaine des sentiments, Franco souffre d'une sorte d'aphasie. La réalité lui apparaît décolorée, sans relief. Quand il tente de décrire ce qu'il voit ou ce qu'il pense, les mots s'agglutinent pour former une bouillie informe. Il ne parvient à sortir de lui-même que dans l'action violente. Les clichés qui viennent spontanément sous sa plume témoignent moins d'une maladresse que d'une impuissance vitale. Il y a dans son fond quelque chose d'inerte, presque de mort. Acharné à démontrer sa médiocrité, ses adversaires n'ont pas manqué de railler son mauvais classement au concours d'admission à l'Académie de Tolède. En réalité, il se situa dans la moyenne parmi plus de 400 candidats. Surtout, il semble oublier que Francisco avait alors tout juste 15 ans, un gosse ou tout comme, avec d'ailleurs une apparence enfantine. Les mêmes relèvent l'indifférence dont il témoigne pour la sexualité, suggérant qu'il était peut-être impuissant. À 15, 16 ans ou même 17 ans, les jeunes Espagnols de ce temps étaient vierges dans leur immense majorité et Franco, comme tant d'autres, leur rétorque Benassar. C'est exact. Contrairement à ses camarades, il ne fréquentait pas le bordel. On ne lui connaît pas non plus la moindre amourette. Le moins qu'on puisse dire est que sa sensualité n'était pas précoce. Il est probable qu'il ait éprouvé une phobie des maladies vénériennes fort répandues de son temps, surtout la syphilis. Des années plus tard, on constatera chez lui cette obsession. Élève médiocre, peut-être impuissant, disent donc ses détracteurs qui insistent sur les brimades qu'il aurait subies de la part des anciens, lesquels se seraient surtout moqués de sa petite taille. « J'étais encore un enfant qui n'avait pas achevé sa croissance », lui fait dire Manuel Vázquez Montalbán. « Je n'étais pas de petite taille pour l'époque, mais je le paraissais à cause de ma faible corpulence. » Tout est dit. Le bizutage était alors pratique courante, et Franquito, ainsi l'appelaient ses camarades, s'insurgea contre ces pratiques que, devenu directeur de l'Académie militaire de Saragosse, il interdira sous peine de sanctions sévères. On n'en finirait pas de citer des anecdotes le montrant sous un jour ridicule, mais on sait aussi qu'il réagit avec vigueur, forçant le respect de ses camarades. Franquito n'acceptait pas les brimades ni les moqueries. On retrouve là sa susceptibilité, son orgueil, le refus de sa constitution débile. Pour l'enseignement dispensé à Tolède, il reposait tout entier sur une discipline de fer, sur l'obéissance aveugle et sur l'honneur, la fidélité au roi et à la patrie. On étudiait les batailles napoléoniennes, celles de l'infanterie espagnole du XVIe siècle, les offensives allemandes de la guerre de 1870, la stratégie et la balistique, l'histoire, surtout guerrière, sans accorder la moindre attention à l'armement, à la topographie, à la cartographie. N'en appelant qu'à la mémoire, les professeurs préparaient des officiers adaptés à une armée routinière et sclérosée. Le courage, la hombría, décidait seul du sort d'une bataille,
et la baïonnette restait l'arme de ce corps à corps viril où le fantassin espagnol pouvait montrer ses qualités guerrières. L'armée que Franco venait de rejoindre n'avait rien d'une armée moderne. C'était une armée hantée par ses défaites, humiliée par sa déchéance. Franco avait 6 ans lors de la déroute de Cuba, de la perte des Philippines et de Puerto Rico, dernier vestige de l'empire de Charles Quint. Choc qui dut le marquer comme il a marqué toute sa génération, celle dite de 1898, obsédée par la décadence de l'Espagne et s'accrochant à ce mot « régénération » repris par tous les politiques, tous les écrivains. Alors que ce sentiment d'amertume et de frustration s'exprimait dans les élites par une rage froide, il se traduisait dans la caste militaire par un rejet hautain de la moindre responsabilité. L'armée ne pouvant avoir été battue à cause de son impéritie, la faute des désastres incombait aux civils, surtout aux politiciens, gens entre toutes haïs et méprisés. Même battue à plate couture, l'armée conserve son honneur. Comment, à l'ère des lasers et des radars, des ogives atomiques et des fusées, entrerions-nous dans la psychologie d'un militaire formé à la baïonnette ? Distance d'autant plus infranchissable que l'armée espagnole du début du siècle ressemble à une armée d'opérette. Un chiffre suffit, je n'en abuserai pas, 160 000 hommes dépenaillés, mal équipés, avec à peine des munitions pour 8 jours, pour la plupart analphabètes, mais commandés par quelques 12 000 officiers, dont 213 généraux. Une armée digne du Monténégro, note pince sans rire Anthony Bivor. Pour ce qui est de l'esprit de cette troupe haillonneuse, il suffit de rappeler que la moitié des bidas effectue son service à la place des riches señoritos qui, pour une somme dérisoire, peuvent se racheter, échappant à la conscription. Soldats chaussés d'espadrilles, pauvres, illettrés. Au-dessus, une foule d'officiers d'autant plus arrogants qu'ils vivotent avec des soldes dérisoires, arrondissant leur fin de mois par toutes sortes de trafics. L'armée à laquelle Francisco Franco appartient ne pourrait pas résister 8 jours, commente encore Bivor, à une guerre l'opposant à la plus médiocre des puissances européennes. Durant tout le XIXe siècle, des généraux n'ont cessé de gouverner le pays par une succession de pronunciamientos ridicules. Ils participaient aux guerres civiles, carlistes contre libéraux, quand ils ne réprimaient pas les révoltes ouvrières ou ne mataient pas les jacqueries paysannes. Au fond, cette armée n'a jamais livré que des guerres intérieures, ni remporté d'autres victoires que contre des Espagnols. Plus qu'une armée, c'est une police. C'est à ce monde de chimères grandiloquentes que Franco appartient. C'est cette fureur de l'ordre intérieur qu'il habite. Mais il se distingue de ses pairs par sa lenteur méthodique, par une lucidité glaciale. Il observe, analyse, dissèque, relève les faiblesses. Les illusions le laissent de marbre. Dans un pays de passion et de rhétorique empoulée, Franco détonne, tout comme il détonne parmi ses frères d'armes. Le moins espagnol des Espagnols, a-t-on pu dire. Comment Franquito vécut cette instruction, nous l'ignorons. Son tempo d'assimilation et de régurgitation se révèle pourtant dans les enseignements qu'il sut tirer de ces 2 années passées à l'Académie de Tolède. Ce ruminant n'oublie rien. Avec obstination, il ressasse chaque expérience. On l'a vu pour le bizutage, pour les maladies vénériennes, on le constatera pour l'organisation et le contenu des cours. Lorsqu'il deviendra directeur de la nouvelle académie militaire installée à Saragosse, il choisira avec un soin méticuleux les professeurs, veillera à dépoussiérer et à moderniser les matières, fera une large place aux disciplines les plus neuves, notamment à l'armement, à la topographie, à la cartographie. Il se montrera attentif à chaque détail, même infime. Il n'oubliera pas de stimuler un esprit de corps entre professeurs et élèves, se souvenant sans doute de la distance que ses maîtres mettaient entre eux à Tolède. N'oubliant pas davantage l'absence presque totale de relations entre les cadets de Tolède et la population de la ville, il rapprochera ses élèves des habitants de la capitale aragonaise, notamment des étudiants de l'université. C'est sans doute là une des facettes les plus déconcertantes du personnage, celle aussi que ses adversaires ont le plus de mal à accepter. Il existe une modernité franquiste. Conscient du retard de sa patrie, il veut secouer son apathie, n'hésitant pas à s'inspirer de l'étranger. Il a visité les académies militaires anglaises, allemandes et françaises. Il a observé, réfléchi avant d'adapter leurs méthodes.
Souffrant de la décadence et de l'humiliation de l'Espagne, il rêve lui aussi de régénération. Par ce souci réformiste, il appartient pleinement à son époque. Il existe une photographie, prise sans doute dans un studio de Tolède. Devant un rideau aux drapés solennels, les deux frères posent. Nicolas, assis dans son uniforme d'aspirant de la Royale, col blanc, double rangée de boutons sur sa vareuse croisée, la casquette et le sabre sur les genoux. Une seule rangée de boutons sur sa vareuse droite, shako orné d'une aigrette dans une main, Paquito, maigre, fluet, avec dans les yeux une expression de mélancolie, presque de tristesse, se tient debout derrière son aîné. Mieux que les considérations sur le caractère galicien ou les divagations psychiatriques, ce cliché livre le secret d'une enfance humiliée, explique la froideur et la réserve du futur Caudillo, son aphasie affective. Comme dans les contes de fées, Nicolas, le favori du père, a pu réaliser ses rêves en arborant l'uniforme qui est celui des hommes de la famille depuis plus de 2 siècles. Francisco, le mal-aimé, a dû se contenter de la vareuse de l'infanterie. Derrière son insensibilité apparente, on devine sa soif de revanche. Parce qu'il fut toujours le segundon, le second ou puiné dans une société fondée sur le droit d'aînesse, il sera le premier. Le Maroc, 1912-1917. Il y a quelque chose de fascinant à constater la métamorphose qui, en moins d'1 an, se produit chez Francisco Franco. Le 17 février 1912, c'est un jeune homme frêle, presque maigre, qui débarque à Melilla. Quelques mois plus tard, les photos montrent un homme mince, souriant, hâlé, sûr de lui, visiblement heureux. Tout se passe comme si, tournant le dos à son enfance triste, à l'ennui des cours dans l'austère Alcazar, aux longues marches dans la campagne de Tolède, Paquito avait attendu la guerre pour devenir lui-même. Affecté au Ferrol à sa sortie de l'académie, il retrouve sa mère et loge dans la maison de son enfance. A-t-il éprouvé de la joie à revoir ce décor ? Signe d'embarras financier, Doña Pilar loue le rez-de-chaussée de la maison. Comme les enfants sont éparpillés, l'atmosphère n'était probablement pas très gaie dans les appartements du premier. On peut penser que le rythme immuable de cette petite cité enclose dans ses murailles a dû sembler pesant aux jeunes sous-officiers. D'autant plus étouffant que Francisco croisait partout les officiers de la marine royale, qu'il voyait les navires ancrés dans le port, apercevait les arsenaux et les chantiers navals, un univers dont il avait rêvé et auquel il avait dû, à regret, renoncer. La vie de garnison n'avait non plus rien d'exaltant. L'instruction des bidasses, les exercices, les défilés, le salut au drapeau, les revues, l'inspection des paquetages et des chambrées, les gardes dans une caserne vieillotte, une routine fastidieuse. Les promotions à l'ancienneté ne laissent aucun espoir d'avancement rapide, la solde est étriquée, l'avenir semble aussi gris que le présent. Avec la petite moustache qu'il a laissé pousser pour se donner une apparence plus virile, très droit dans son uniforme, Francisco arpente le Paseo, flanqué de son ami d'enfance Camilo Alonso Vega et de son cousin Francisco Franco Salgado Araujo, surnommé Pacón, son futur mémorialiste. Tous trois s'attardent aux terrasses des cafés, regardent passer les jeunes filles, plaisantent. C'est le rythme nonchalant de la province, son immuable rituel, tel que je l'ai encore connu dans les années 1950. Le matin, Francisco reste dans sa caserne, exécutant avec ponctualité ses tâches. Excellent cavalier, il galope l'après-midi le long des plages, s'arrête peut-être pour regarder cette mer dont il a tant rêvé. Parce qu'il faut une amourette à tout jeune espagnol, il courtise avec une galanterie démodée une demoiselle, lui écrit des lettres fleuries et guindées. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, appartient au répertoire le plus convenu. Son conformisme a quelque chose de vertigineux. Lorsqu'on évoque le temps de Franco, on ne doit pas oublier le rythme alangui de la liturgie sociale qui règle les journées, avec ses paseos, déambulations solennelles suivant un trajet immuable, aller et retour, les filles d'un côté, les jeunes gens de l'autre, tous dans des tenues impeccables. Avec la sortie de la messe le dimanche, avec les fêtes, les pèlerinages, les processions, les défilés de la troupe, la vie sociale se trouve enchâssée dans des rituels stricts qui impriment leur rythme aux saisons.
c'est une religion communautaire. Durant 1 an et demi, Franco se plie à ses routines. Dans la maison de la rue Maria, il lit, réfléchit. Des biographes ironiseront sur ses lectures, mettant en doute leur existence. On sait pourtant que Franco était féru d'ouvrages militaires et qu'il annota soigneusement un exemplaire de l'art de la guerre de Machiavel, l'un de ses livres favoris. Bon fils, il accompagne sa mère à l'église, s'inscrit même à l'adoration nocturne, fait avec elle le pèlerinage à l'ermitage de la Vierge locale, la Chamorra. Catholique de tradition, il ne s'est jamais préoccupé des choses liées à la religion. Mais Doña Pilar attache une grande importance aux dévotions et par égard pour elle, il se soumet sans se contraindre, on peut le supposer, car il professe un respect sincère pour l'Église et ses rites. 18 mois d'ennui dans cette Galice du bout du monde, avec peut-être la morriña, cette mélancolie vague, dans la brune lancinante sous un ciel gris. Avec la fastidieuse répétition des mêmes gestes, des mêmes plaisanteries éculées, des commérages et des cancans, avec la routine de la caserne et des jours de garde dans un bureau poussiéreux, serait-ce cela, la gloire dont il rêvait à l'Alcazar de Tolède ? En réalité, son esprit est tout entier tourné vers le Maroc, vers cette guerre que les journaux évoquent dans une prose épique, célébrant avec emphase des victoires incertaines, citant les noms d'officiers qui se distinguent en ces combats lointains, qui récoltent des médailles et obtiennent des avancements rapides. C'est là-bas qu'un militaire peut prouver sa valeur. Dans sa biographie aussi minutieuse que fouillée, Preston note que, contrairement à ce qu'on a prétendu, il ne sollicita pas son affectation dans l'armée d'Afrique puisque les sous-officiers n'avaient pas le droit de postuler. Les refus essuyés à cause de son âge, 18 ans, n'auraient donc pas existé. Dès que les jeunes sous-officiers furent autorisés à s'enrôler dans l'armée d'Afrique, les pertes étaient telles qu'il devenait urgent de remplacer les morts, Franco et ses 2 compagnons s'empressèrent d'envoyer leur candidature. Sans succès. Francisco fut bel et bien jugé trop jeune. Ce ne sera pas la dernière fois. Trop jeune, ces mots finiront par devenir une antienne. Sans se décourager, il revint à la charge. Enfin, lorsque son ancien directeur de l'Académie de Tolède fut nommé commandant des troupes indigènes, ces arcas deviendront les regulares, les réguliers, il obtint satisfaction. Les 3 compères firent aussitôt leur mal pour l'interminable voyage. Comme une violente tempête retenait dans le port le bateau assurant la liaison avec la capitale de la province, les 3 amis réussirent à persuader le commandant d'un vieux cargo, le Pauline, de les embarquer jusqu'à La Corogne. 6 heures dans la soute par une mer démontée, puis le train jusqu'à Madrid, un autre jusqu'à Cadix, enfin la traversée du détroit et la découverte de l'Afrique. 1 semaine pour atteindre leur destination. Ce ciel haut, cette lumière aveuglante, ces paysages secs et pierreux, ce grouillement dans une ville, Melilla, qui tient du campement militaire et du Far West avec ses tripots, ses bordels, ses trafics louches, ses aventuriers et ses affairistes, son souk et son étroite médina, ce monde chamarré est pour Paquito une révélation. Jeux, prostitution, concours hippiques, dîners de gala, bals et fêtes champêtres, les officiers mènent là une vie mondaine à laquelle on ne sera pas étonné que Franco, envoyé dès son débarquement dans un fortin proche de Melilla, n'ait pas participé. Jamais d'ailleurs il ne sera attiré par les mondanités. Avec application, il découvre la guérilla, la première leçon qu'il reçoit de son supérieur étant de faire confectionner un fourreau en cuir pour son sabre s'il ne veut pas devenir une cible facile pour les tireurs embusqués. Toute sa vie, Franco a gardé la nostalgie de l'Afrique. Il ne faut pas voir un hasard dans le fait que, devenu chef de l'État, les riffins enturbanés aient formé sa garde personnelle et fourni son escorte. Une lointaine réminiscence, un parfum qui devait évoquer pour lui la période la plus heureuse de son existence. Il n'aura pas été le seul à se sentir renaître loin de sa ville natale, loin de sa famille, dans un monde inconnu. Bien des officiers français connaîtront la même exaltation en débarquant en Indochine ou en Algérie, conservant eux aussi la nostalgie de Saïgon et de ses exquises déliquescences, du grand silence et de la pureté des montagnes de Kabylie. Ceux qui insistent tant sur l'influence de la Galice sur la personnalité du futur caudillo feraient bien de regarder les photos qui le montrent au Maroc.
Et si Francisco avait au contraire dépéri d'ennui au Férol, s'il s'était senti étouffé dans la péninsule, s'il supportait mal l'atmosphère d'une société sclérosée, secouée par les spasmes d'une violence aveugle ou enlisée dans une routine désespérante? La majorité des biographes, même les moins hostiles, expliquent son obstination à obtenir son affectation au Maroc par l'ambition, puisque c'est au Maroc qu'on pouvait espérer gagner du galon et récolter des médailles. Écrivains et biographes se sentent-ils eux-mêmes exempts de la moindre ambition? Connaissent-ils beaucoup de jeunes gens absolument dépourvus du désir de se distinguer? L'important est de savoir si l'ambition de Francisco Franco est d'une espèce particulière, plus forcenée, plus calculée. Connaissant la suite de l'histoire, il nous est facile de répondre par oui. Mais le jeune officier prévoyait-il son destin? Rien n'est moins sûr. Ce qui, en revanche, dut très vite lui apparaître, c'est qu'il avait toutes les chances de laisser sa peau sur le sol africain. Quand bien même le jeune lieutenant aurait été dénué de la moindre imagination, un simple constat aurait suffi à lui ouvrir les yeux. Sur 48 officiers commandant des réguliers, il ne restera 3 ans après que 6 survivants. Statistique éloquente. On sait que Franco avait une claire conscience du danger et qu'il évoquait d'un ton paisible l'éventualité de sa mort. Je connais des ambitions moins risquées. La plupart des officiers préféraient d'ailleurs faire carrière dans les bureaux des états-majors ou les villes de garnison, dénonçant avec aigreur l'avancement au mérite, la distribution de médailles aux africanistes. S'il avait de l'ambition, et on ne saurait la lui dénier, Francisco Franco avait aussi le goût du risque et de l'aventure. 1 mois après son débarquement à Melilla, il participa à son premier engagement, une simple escarmouche. 1 an plus tard, il était de tous les combats et son nom commençait à circuler parmi ses pairs, suscitant un respect teinté d'amusement. Sa réserve, son laconisme, son sens maniaque de l'organisation, son mode de vie retiré, tout dans son personnage intrigue et suscite la curiosité. Ayant été nommé lieutenant et incorporé à sa demande aux réguliers, la troupe indigène de choc, il vit parmi ces hommes, portant comme eux le burnous. À la tête de sa compagnie, Franquito semble se plaire à défier le danger. Alors que par dizaines les hommes tombent autour de lui, il reste impassible, monté sur son cheval blanc. On dirait qu'il ignore la peur, jusqu'à mépriser la plus élémentaire prudence. Le 12 octobre 1913, il est décoré de la Croix du Mérite militaire de première classe pour son intrépidité et son esprit d'initiative. Quelques mois plus tard, lors de la bataille de Beni Salem, il fait montre d'une hardiesse telle qu'il est proposé au grade de capitaine, promotion effective en mars 1915. Il a tout juste 22 ans. Dans une biographie qui tient plus du pamphlet que du récit d'une vie, Luis Ramirez le qualifie de « héros mécanique ». Veut-il suggérer par là que Franco risque sa peau sans réfléchir, qu'il est inconscient du danger? C'est contraire à tout ce que nous savons de lui, contraire aux nombreux témoignages qui insistent sur son sens de l'organisation, sur son attention vétilleuse aux moindres détails, sur sa méticuleuse étude du terrain, sur le soin avec lequel il prépare les opérations, envisageant toutes les éventualités et imaginant pour chacune une solution. Non, il est tout sauf un inconscient. Il s'agit, pour Ramirez comme pour ses détracteurs, de ne pas lui reconnaître le moindre talent, la plus petite qualité. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit relève du calcul ou du mensonge. J'avoue ne pas saisir ce que l'on gagne à diminuer ainsi son adversaire. Pourquoi ne pas admettre ce qui crève les yeux? Au sens strictement militaire, Franco fut un héros. Il exposa 10, 20 fois sa vie, avec une légèreté presque joyeuse, au point de se faire plusieurs fois rappeler à l'ordre pour sa témérité. Bartolomé Benassar, pourtant mesuré dans ses jugements, écrit une phrase singulière. Pendant 3 ans, Franco parvint à faire croire à ses hommes qu'il était invulnérable, quoiqu'il fût facilement identifiable monté sur le cheval blanc qu'il avait choisi en manière de défi. Il y avait indubitablement du défi à parader sur un cheval blanc à la tête de sa section, mais était-ce un défi destiné à impressionner ses hommes ou bien frapper de stupeur les rebelles rifains? À moins que ce ne fût un défi que le jeune officier se lançait à lui-même, à son adolescence maigrichonne et souffreteuse, une manière d'affirmer su ombría, sa virilité ombrageuse.
Les rituels de l'adolescence comportent de telles épreuves, parfois mortelles, et on se rappelle ces jeunes gens qui s'amusaient il y a peu, dans les environs de Madrid, à foncer en sens interdit sur les autoroutes, le jeu consistant à tenir le plus longtemps possible jusqu'à la toute dernière minute. Si Franco se proposait de faire croire à ces hommes qu'il était invulnérable, son héroïsme ostentatoire serait ce qu'on appelle de nos jours une stratégie de communication. C'est bien d'ailleurs ce que l'historien suggère à plusieurs reprises. Ce n'est pas exclu, encore que, me semble-t-il, tiré par les cheveux. Seule la suite des événements paraît donner corps à cette hypothèse. Comme Dieu a créé les prunes pour que l'homme s'en délecte, le héros aurait exposé sa vie pour devenir dictateur. Téléologie pour le moins hasardeuse. L'explication mésestime le climat de superstition régnant parmi les Rifins. Ceux-ci croyaient dur comme fer à la baraka et avaient créé à propos de leur chef, El Miziam, la légende selon laquelle seule une balle en or réussirait à lui ôter la vie. Ce fut pourtant une vulgaire balle en plomb qui vint à bout de ce guerrier. Franco a très vite saisi la psychologie empreinte de fanatisme religieux de ces populations. Le cheval blanc, son allure impassible, son mépris du danger, autant de signes adressés à ses adversaires. Par son attitude, il leur montre qu'il possède lui aussi la baraka, qu'il est un protégé de Dieu, un guerrier invincible. Que se passe-t-il au juste au Maroc en ces années 1910-1925 ? Lors de la délimitation des zones d'influence en 1906, sordide maquignonnage entre puissances, la France a obtenu l'aval de la Grande-Bretagne pour étendre sur le Maroc son protectorat. L'Espagne, qui devait décrocher un territoire incluant Fès, se sera contentée de la portion congrue, de l'Arrache à Alhucemas, sauf Tanger, décrétée zone internationale, région la plus pauvre, dépourvue de ressources naturelles, peuplée de montagnards farouches, épris de leur indépendance. Refusant l'occupation de leur territoire, les chefs de clans soulèvent et rameutent les tribus, prêchent la guerre sainte, livrant à une armée espagnole mal équipée, guerre entraînée, une implacable guérilla. Escarmouches, embuscades, harcèlement des convois, rupture des lignes de communication. Les Rifins, excellents guerriers, accrochés à leurs montagnes dont ils connaissent le moindre repli, infligent aux militaires espagnols des pertes sévères. Ne comprenant pas le sens de cette guerre, les réservistes appelés en renfort refusent d'aller se battre, se couchent sur les voies, manifestent bruyamment. D'autant moins enthousiastes, ces pitoyables soldats, qu'ils ont été tirés au sort ou achetés par des señoritos, scandale dénoncé par les syndicats et les partis de gauche qui mènent une virulente campagne contre la sale guerre. Grève, diffusion de tracts, le pays est en effervescence. La foule tente d'empêcher le départ des trains emportant les conscrits. Les dockers de Barcelone refusent de charger les bateaux devant transporter les armes. Les attentats se multiplient. Entre l'armée et la population civile, le fossé ne cesse de s'élargir. Un abîme les séparera bientôt. De leur côté, certains officiers stationnés au Maroc arrondissent leur fin de mois en revendant les armes et munitions aux rebelles, contrebande qui laisse leurs hommes désarmés. C'est la vermine des guerres coloniales. Pourquoi ? Pour qui se bat-on ? Hormis une poignée d'industriels et de banquiers exploitant des mines, l'Espagne ne tire aucun avantage matériel de cette région du Maroc, la plus stérile et la plus miséreuse. Avec cynisme, l'ambassadeur de France à Madrid écrit dans une dépêche qu'il faut laisser l'Espagne épuiser ses forces et son argent dans cette campagne, un os à ronger pour son orgueil. Conscients d'avoir été dupés et humiliés, les Espagnols enragent. Si, de son côté, la Grande-Bretagne, soucieuse de garder le contrôle des deux rives du détroit, a insisté pour qu'on attribue à l'Espagne la zone nord du royaume chérifien, c'est qu'elle sait n'avoir rien à redouter de l'armée espagnole. Les plus lucides parmi les Espagnols protestent contre les dizaines de millions accordés à l'armée pour flatter son honneur, car le Maroc est devenu l'obsession des militaires, leur chasse gardée. Désireux de venger l'humiliation des défaites subies à Cuba, ils s'accrochent à ces montagnes rocailleuses, à ces villes incertaines, à ce climat de fournaise le jour, de glace la nuit, à ces oueds à sec, à ces ravins où les rebelles se cachent, prêts à fondre sur ceux qui s'écartent du gros de la troupe.
Sclérosé, alourdi par une bureaucratie fantastique, l'état-major applique la stratégie qui avait déjà échoué à Cuba, l'installation dans l'arrière-pays d'un chapelet de fortins que les rebelles assiègent et isolent. Entre Ceuta et Melilla, les communications se font par mer. Les méchantes routes de l'intérieur sont trop peu sûres, aucun transport ne peut se faire sans une forte escorte militaire. Le Rif est un Far West. Peu d'artillerie, des fusils datant de la guerre de 1870, les soldats espagnols ne sont pas mieux armés que leurs adversaires, au contraire. Les Allemands, désireux d'embarrasser les Français, fournissent aux rebelles des carabines et des mitrailleuses modernes. Tout comme Bivort, Preston évoque à propos de l'armée espagnole celle de Roumanie ou de Bulgarie. Comment les Espagnols ne souffriraient-ils pas de cette déchéance ? Les militaires veulent des victoires pour sauver l'honneur. Ils veulent aussi des promotions et des médailles. Toutes les guerres coloniales, même les plus médiocres, engendrent les mêmes abus. Espérant redorer le blason de la monarchie, le roi ajoute à la confusion en se mêlant des nominations, des promotions et même de la stratégie. Il aime à se dire soldat, à se montrer entouré d'uniformes, à se pavaner en tenue d'officier chamarré et botté. Francisco Franco sera vite l'un de ses favoris, Alphonse XIII appuyant ses promotions. Dans son palais, le roi joue à la guerre. En réalité, c'est sa couronne qu'il joue. Ni les militaires africanistes ni le monarque ne semblent se soucier de la réalité du pays, de son épouvantable misère, de ses millions de paysans sans terre, les braceros, ceux qui ne possèdent pour tout bien que leurs bras, contraints chaque matin de se louer de sol à sol, du lever au coucher du soleil, pour un salaire équivalent au prix d'un kilo de pain. Ils rêvent grandeur et prestige, ils parlent d'empire, invoquent les mânes de Charles Quint. Alors que l'Espagne s'enfonce jour après jour dans un inéluctable déclin, le gouvernement engloutit des sommes extravagantes dans cette piteuse aventure. À Barcelone, dans toute l'Andalousie, les anarchistes étendent leur influence, prêchent une révolution totale, immédiate et sauvage, une parousie. Ils étaient 50 000 peut-être vers 1890. Solidaridad Obrera, Solidarité ouvrière, nouveau nom de leur organisation, en compte plus de 500 000 vers 1912. Avec leur syndicat, la Confédération nationale du travail, CNT, ils rassemblent les ouvriers de Barcelone et sèment dans toute l'Andalousie, jusque dans les plus pauvres villages. Des attentats sanglants font écho aux jacqueries enragées. Partout, la police et la garde civile répriment avec brutalité, faisant redoubler la colère et la haine. Au Pays basque, à Madrid, le Parti socialiste s'organise, recrute de nouveaux adhérents. Des grèves éclatent dans les Asturies, dans la région de Bilbao et dans la capitale. La guerre du Maroc gangrène et pourrit le pays. L'espérance de vie était d'environ 35 ans, la même qu'à l'époque de Ferdinand et d'Isabelle, écrit sobrement Bivort. Le taux d'analphabétisation, qui variait profondément d'une région à l'autre, atteignait en moyenne 64%. 2/3 de la population travaillait encore la terre. On se trouve devant deux pays déchirés, chacun dressé contre l'autre. Pauvres contre riches, pas seulement. Il y a d'un côté l'État, tous ceux qui en vivent et en profitent, propriétaires terriens, aristocrates, patrons, fonctionnaires de la petite et moyenne bourgeoisie, militaires et clergés. De l'autre, un peuple, non seulement indifférent, mais hostile à tout État depuis des siècles. Dans un livre qui reste le plus intelligent sur cette Espagne problématique, Gérald Brennan analyse les causes de cette désaffection d'une moitié des Espagnols pour un État dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Son livre n'a pas pris une ride. Suicidé en 1898, Ángel Ganivet, l'un des penseurs les plus profonds de ce qu'on a appelé la génération de 98, dénonçait dans son Idéarium espagnol les tares de l'État, appelait à une refondation qui devait commencer par un renoncement définitif aux aventures coloniales, à la rhétorique creuse de l'Empire et autres déclamations fumeuses. Concentrant tous ses efforts sur la modernisation et l'amélioration des conditions de vie de la population, cet État régénéré réconcilierait les Espagnols.
Ni le roi ni les politiciens n'avaient lu ce livre prémonitoire. Ils ne lisaient d'ailleurs aucun livre, l'intelligence paraissant à ces chulos un signe de mollesse. Tout ce que Ganivette fustigeait, la rhétorique brumeuse, le culte d'une virilité ignare et brutale, la haine du progrès technique, le refus hautain de l'effort, la détestation de la modernité, toute cette moisissure, la guerre du Maroc l'exhibe avec impudence. Guerre irréelle, presque fantastique, puisqu'elle ne poursuivait aucun but pratique. Le lecteur français qui serait tenté de la comparer à la guerre d'Algérie doit garder à l'esprit que la France avait, en Algérie, des intérêts économiques considérables, pour ne rien dire de l'existence d'une population d'origine européenne nombreuse. C'était au sens fort une colonie de peuplement et d'exploitation. Rien de tel dans la zone espagnole du Maroc, où même les villes étaient inexistantes. Faites par des chulos et pour des chulos, ces escarmouches n'avaient d'autre but que de démontrer la hombría des militaires. L'Espagne officielle, écrit Ortega y Gasset, consiste en des partis fantômes défendant des fantômes d'idées qui, ramassés par des ombres de journaux, font marcher des ministères d'hallucination. On peut ajouter que la monarchie d'Alphonse XIII est elle-même un mirage qui, jour après jour, se dissipe. Cette guerre inutile et ruineuse ronge les fondations d'un édifice qui ne sera bientôt plus qu'une apparence. Quels échos le capitaine Franco perçoit-il de tous ces bruits ? Ses réactions aux manifestations pacifistes sont celles de ses pairs, l'indignation, la colère. Puisque l'armée incarne l'Espagne, ceux qui s'opposent à elle non seulement sont de mauvais Espagnols, mais forment une anti-Espagne. Une conviction s'ancre dans l'esprit du futur caudillo. Les militants des partis de gauche, les révolutionnaires et les syndicalistes veulent la ruine du pays. Connaissant sa propension au ressassement, à la rumination lente, on devine la ténacité de sa haine qui jamais ne désarmera. Pour ce militaire, attaquer l'armée revient à trahir l'Espagne. Benassar fait remonter à son séjour africain ce qui deviendra l'obsession du généralissime, la hantise du complot maçonnique. Il est probable que la théorie d'une conspiration ourdie par des forces obscures et dirigée depuis l'étranger ait nourri bien des conversations parmi les officiers de l'armée coloniale. D'autant que nombre de militaires, jusqu'au plus haut grade, appartenaient à la franc-maçonnerie. L'obsession de la trahison et du lâchage habite toutes les armées coloniales, prêtes à se sentir abandonnées dès qu'on semble contester le bien fondé de leur entreprise. L'armée n'est pas unie. Il y a tous les mécontents qui, dans leur garnison rébarbative, s'insurgent contre l'avancement au mérite, contre la pluie de médailles s'abattant sur les officiers africanistes, cet adjectif prenant dans leur bouche une nuance péjorative. Il y a les divergences et les frictions entre les différents corps, notamment la fronde des artilleurs, hostiles pour des motifs pratiques à l'aventure marocaine. L'argent gaspillé au Maroc serait mieux employé, selon eux, au renouvellement et à la modernisation d'un armement obsolète. Indignés par l'agitation des pacifistes, convaincus qu'il existe un complot visant à anéantir l'Espagne en calomniant son armée, rien ne serait plus faux que de prêter au jeune capitaine Franco ce qu'on appelle une conscience politique. Homme d'ordre, militaire dans l'âme, il ne s'intéresse guère aux stratégies et aux combinaisons politiciennes. L'idée cependant s'ancre en lui que seuls les militaires peuvent sauver l'Espagne du chaos où le pouvoir civil la précipite. Ce n'est pas encore une réflexion, tout juste une vague conviction renforcée par les conversations qu'il a avec ses pairs. Pour l'heure, son affaire, c'est la guerre. Il l'a faite avec une allégresse pour nous incompréhensible. Un sport, presque un jeu, d'autant plus excitant que dangereux. Avec ses hommes, il n'arrête pas de courir, fonçant à marche forcée de Melilla à Ceuta, de Tétouan à Chaouen et à Larache. Dans une chaleur d'étuve, les sections avancent de jour, s'écroulent la nuit dans des campements de fortune. Serrés autour du feu, les hommes s'enveloppent dans leurs couvertures pour se protéger d'un froid mordant. Postés tout autour, les sentinelles scrutent avec anxiété l'obscurité, guettant le moindre frôlement. Tels des chats sauvages, les rebelles se glissent sans bruit dans la nuit, prêts à égorger ceux qui se laissent surprendre. Ils connaissent chaque pierre, chaque monticule.
Ils rampent, s'abritent derrière les rares buissons, attendent patiemment, guettant un instant d'inattention. Guérilla féroce, d'une cruauté sauvage. On mutile les cadavres, on crève les yeux des blessés, on émascule. Toujours sur le qui-vive, les officiers espagnols vont d'un point à un autre, s'assurant que les sentinelles sont bien à leur poste. Parmi les réguliers, les désertions sont fréquentes. Ils décampent avec armes et bagages, rejoignent les combattants rifins, participent avec eux au massacre. De tous ces officiers qui découvrent les pièges d'une guerre faite de ruses et de traquenards, Francisco Franco est assurément le plus prévoyant, le plus sagace. Son sens de l'organisation fait merveille. Veillant aux moindres détails, ne laissant rien au hasard, il maintient une discipline inflexible, n'hésitant pas à faire fusiller un homme pour ce qui semblerait une vétille. Sa sévérité est aussi légendaire que son courage. Il vient, au Maroc, de découvrir sa vocation de chef, caudillo, à la fois guerrier et meneur d'hommes, terme qui remonte au temps de la Reconquête. Cet officier dénué de prestance, à la voix incertaine, possède un charisme inexplicable. Franquito a fait au Maroc une découverte plus essentielle encore. Il a, dans l'armée, trouvé un cadre rigide, fondé sur l'obéissance et la hiérarchie. Ainsi que Preston le souligne, cet univers de certitudes simples, irréfutables, met un terme à ses propres incertitudes. Il s'y coule avec soulagement. Il sait désormais qui il est. Il lui reste à prouver ce qu'il vaut. C'est cette métamorphose que l'iconographie révèle. Le maigre sous-officier au regard mélancolique devient au Maroc un homme sûr de lui. Plus de place pour le doute ou l'inquiétude. L'armée le dote d'une armure psychologique dans laquelle il se sent définitivement à l'abri. L'antipathie que Franco inspire aux intellectuels s'explique par le simplisme brutal de sa personnalité. Hostile à l'esprit militaire, le culte de l'obéissance et le respect de la hiérarchie leur apparaissent comme des aberrations. Du fait de sa philosophie brumeuse, ils sont à même d'entrer dans les divagations d'un Hitler, ses idées fumeuses leur fournissant un matériau qu'ils connaissent. Là, ils peuvent réfuter, analyser, ironiser même. Avec Franco, rien. Refus de la pensée critique, méfiance vis-à-vis des idées générales, sur cette rudesse primaire, ils n'ont pas la moindre prise. Mais à dédaigner cette institution, l'armée basée sur des valeurs rudimentaires, c'est tout un pan de la réalité sociale qu'ils écartent. Des millions d'hommes veulent se fondre dans un corps qui leur procure l'identité qu'ils n'ont pas. Franco ne fait pas exception à cette aspiration obscure. Il est un homme ordinaire, trop ordinaire. Hors du groupe, il n'est peut-être rien. Au sein de l'armée, il peut devenir tout, ou presque. Ces hommes ne s'y trompent pas, qui, tout en le craignant, éprouvent pour lui un attachement proche de l'affection. Est-ce parce qu'ils marchent toujours à leur tête, indifférents au danger, donnant l'impression de ne pas redouter la mort ? Parce que, malgré sa terrible sévérité, il s'efforce d'être juste, écartant la moindre trace de favoritisme ? Ils admirent sa probité, sa frugalité spartiate. Ce n'est pas Franco qui s'enrichirait aux dépens de ces hommes ou se livrerait à des trafics louches. Il mange, dort avec eux, partage leur fatigue. Doté d'un magnétisme étrange, il parvient à galvaniser sa troupe, à réveiller son ardeur quand la situation semble désespérée. Malgré les atrocités, malgré les mutilations, malgré les représailles que Franco tolère avec une sorte de détachement glacial, ses adversaires l'estiment et le respectent. Redoutables guerriers, les Rifins savent reconnaître le courage. Eux aussi appartiennent à l'univers féodal, à ses fidélités et à ses valeurs. Un lien se noue, pour nous énigmatique, entre Franco et les combattants Rifins. On en verra la solidité durant la guerre civile. Pas plus que ses adversaires, le jeune officier ne montre de pitié. C'est une guérilla aussi féroce que celle que l'Espagne livra jadis aux armées napoléoniennes. Franco s'habitue au spectacle des plus affreuses exactions. Sa froideur se congèle, durcit. Il devient cet homme insensible à la souffrance, impassible devant les plus effroyables carnages. Ses pairs le surnommeront l'Africain. La mort qu'il a si souvent défiée semble se souvenir de lui en juin 1916.
Au cours d'un engagement furieux avec les rebelles qui se sont retranchés sur les hauteurs d'Elbuitz, non loin de Tétouan, Franco se penche pour saisir l'arme d'un de ses compagnons, tombé mort à ses pieds. Quand il se relève, il s'effondre à son tour, touché au ventre. C'est le genre de blessure qui ne pardonne pas. Alors qu'il gît sur le sol, à demi conscient, il appelle son second et lui demande de prendre dans sa sacoche les 20 000 pesetas destinés à la solde de ses hommes. Toujours ce sang-froid imperturbable, ce sens du détail. Ensuite, il ferme les yeux. Convaincu qu'il ne survivra pas, les brancardiers le transportent dans un poste de secours où les médecins militaires, eux aussi persuadés qu'il est perdu, renoncent à l'évacuer sur Ceuta, décision qui lui sauvera peut-être la vie. Plusieurs jours, il restera ainsi entre la vie et la mort, couché sur un lit de camp. Alors qu'il ne se voyait plus depuis 7 ans, ses parents, alertés, font ensemble le voyage pour se rendre au chevet de leur fils. Ils le retrouvent à l'hôpital de Ceuta, où les médecins viennent de faire des radiographies qui, à leur grand étonnement, montrent que la balle n'a atteint aucun organe vital. Une fois encore, la mort n'a pas voulu de lui. Il s'en est fallu de quelques millimètres. L'action au cours de laquelle le capitaine Franco a été blessé lui vaut d'être proposé pour le grade de commandant. La citation déclare « Le capitaine Don Francisco Franco Bahamonde des Réguliers s'est distingué par une valeur sans égale, ses dons de chef et l'énergie déployée dans le combat du Buitz où il fut gravement blessé. » Malgré l'appréciation élogieuse de sa hiérarchie, le Haut Conseil militaire donne un avis défavorable à cette promotion. Franco fait appel par voie réglementaire au roi lui-même en tant que chef des armées. De manière parfaitement insolite, estime Benassar, qui ajoute ce commentaire, déjà l'ambition du jeune officier est évidente. Il avait adressé par la voie hiérarchique une supplique circonstanciée au roi avec curriculum vitae à l'appui, explique Philippe Noury. Franco en appela de cette décision, cherchant l'appui du haut-commissaire pour un recours réglementaire, recurso reglementario, auprès du roi, commandant en chef des armées, précise de son côté Paul Preston, parfaitement renseigné. Quelle leçon tirer de cet imbroglio ? Le motif invoqué par les conseillers du ministre de la Guerre pour refuser cette promotion était, on s'en serait douté, l'extrême jeunesse de Franco, moins de 23 ans. Les motifs inavoués étaient la volonté de mettre un frein à l'avalanche de promotions qui encombrait les échelons supérieurs, d'amadouer aussi la colère des juntas militaires, ces associations corporatistes dont l'influence inquiétait le gouvernement. Cette décision recelait donc un aspect politique. De son côté, le capitaine Francisco Franco pouvait à juste titre se sentir victime d'une injustice. Par ambition, certes, mais si l'on admet que l'armée est une institution dans laquelle il est destiné à faire carrière, au nom de quoi condamnerait-on son ambition ? Pressé par Alphonse XIII, le ministre de la Guerre donne une suite favorable au recours de Francisco Franco, qui à 23 ans devient le plus jeune commandant de l'armée espagnole. S'il cède sur la promotion, le Haut Conseil refuse cependant la demande d'une décoration, la plus prestigieuse, la Croix Laurée de San Fernando, n'accordant au jeune commandant que la Croix de Marie-Christine, médaille de seconde classe, un prix de consolation. Il faut, pour avoir droit à la Croix de San Fernando, que l'officier blessé ait gardé conscience et poursuivi le combat. Or, le rapport du médecin militaire signale que Franco a perdu connaissance, prétexte, on le voit, tiré par les cheveux. De toute évidence, son recours au roi a déplu aux conseillers du ministre. Franco s'est fait une réputation d'intrigant. Plus que le goût de la brigue, l'affaire montre l'extrême susceptibilité du jeune commandant, la certitude de sa valeur, sa ténacité. Nous savons qu'il n'oublie rien. Il ne supporte pas davantage ce qu'il tient pour une injustice. Benassar n'a pas tort d'attacher de l'importance à cette affaire en apparence mineure, où le plus jeune officier supérieur de l'armée révèle la haute idée qu'il a de lui. Trop haute, cette idée, ou juste ? Chacun appréciera. Faut-il suivre l'historien quand, emboîtant le pas à Luis Ramirez, il pose des questions teintées d'un moralisme décalé ?
En revanche, Luis Ramirez est mieux inspiré lorsqu'il souligne l'égocentrisme de Franco, son indifférence au destin des autres et à leur mort. Lors de l'action de 1916 qui valut à Franco sa grave blessure, plus de la moitié des hommes de son unité étaient tombés. La question posée par Luis Ramirez est donc fort opportune. Pourquoi ? Quel est le sens de ces morts ? Si le capitaine Franco avait succombé à sa blessure, éventualité alors fort plausible, je suppose que la question n'aurait pas été posée. Elle peut d'ailleurs se poser à propos de tout chef de guerre, de tous les militaires depuis que le monde existe. Elle peut se résumer à cette alternative fort simple. Pourquoi Franco ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.